Bonjour mes amis. Je suis tellement désolée pour mes réponses différées à vos commentaires et pour avoir attendu si longtemps pour faire cette vidéo. Euh, Mes amis continuant à mourir et les choses ont été difficiles pour moi pendant un moment, mais je vais mieux maintenant et j'espère que tu peux me pardonner. Je suis aussi désolée pour mon français cassé. Euh, c'est la fête en moment, alors je travaille dessus. Je vous remercie tout de m'avoir aidé. Aujourd'hui, je vais lire une histoire de mystère, mystère que j'ai étudié à l'école. J'espère que tu apprécies. La vieille dame de Bayeux. Première partie. Asseyez-vous, mademoiselle, a soupiré Maigret, en retirant à regret sa pipe de la bouche. Et il a jeté les yeux sur la lettre du procureur qui disait « Affaire de famille. Entendez, Cécile Létru, mais gardez la plus grande circonspection. » Je vous écoute, mademoiselle Létru. Votre âge? 28 ans. Profession? Je suppose qu'il vaut mieux tout vous expliquer pour que vous compreniez ma situation. J'étais orpheline et j'ai débuté dans la vie à 15 ans comme bonne. Continuez, je vous en prie. Lazare m'a placé chez Madame Croisier à Bayeux. Je vous parlerai d'elle après. Je vous dirai seulement qu'elle s'est prise d'affection pour moi. Plus tard, c'est comme demoiselle de compagnie qu'elle m'a gardée auprès d'elle et elle voulait que je l'appelle tante Joséphine. Donc, vous habitez Bayeux avec Madame Joséphine Croisier? Les yeux de la jeune fille se sont voilés de larmes. Tout cela dut passer, dit-elle. Tante Joséphine est morte hier, ici à Caen, et c'est pour vous dire qu'elle a été assassinée que... Pardon, vous êtes sûr que Madame Croisier a été assassinée? Vous étiez là? Quelqu'un vous l'a dit? Ma tante elle-même. Comment? Votre tante vous a dit qu'elle avait été assassinée? Je vous en prie, monsieur le commissaire, ne me prenez pas pour une folle. Je sais ce que je dis. Ma tante m'a répété plusieurs fois que si un malheur lui arrivait dans la maison de la rue de Récolette, mon premier soin devrait être d'exiger une enquête. Un instant, quelle est cette maison de la rue des Récolettes? La maison de son neveu, Philippe Deligiard. Tante Joséphine était venue passer quelques semaines à Caen pour se faire soigner les dents. J'étais restée à Bayeux parce que Philippe ne m'aime guère. Sur un bout de papier, Maigret nota
Philippe Deligiard. Quel âge ce neveu? 44 ou 45 ans. Profession? Il n'en a pas. Il avait de la fortune, celle de sa femme, mais je crois que depuis plusieurs années, cette fortune n'existait plus. Mais il continuait à habiter une grande maison, rue des Récolettes, et à avoir cuisinière, valet de chambre et chauffeur. Plusieurs fois, Philippe est venu à Bayeux supplier sa tante de lui prêter de l'argent. Elle en a prête? Jamais. Elle répondait à son neveu qu'il n'avait qu'à prendre patience et attendre sa mort. En somme, mademoiselle Cécile, il n'y a aucune base sérieuse à votre accusation, sinon que Philippe avait besoin d'argent et que la mort de sa tante lui en procurait. Je vous ai déjà dit que Madame Croisier elle-même a toujours prétendu que si elle mourait rue des Récolettes. Excusez-moi, mais vous devez savoir ce que valent ce grand de vieilles femmes. Voulez-vous maintenant me dire quels que sont les faits? Ma tante est morte hier, vers 5 heures de l'après-midi. On essaye de prétendre qu'elle a succombé à une crise cardiaque. Vous étiez à Bayeux à ce moment? Non, j'étais à Caen. Je croyais que vous n'aviez pas accompagné Joséphine Croisier. C'est exact, mais il y a à peine une demi-heure de route entre Caen et Bayeux. J'étais venu faire des courses. Et vous n'avez pas essayé de voir Madame Croisier? Je suis allée rue des Récolettes. À quelle heure? Vers 4 heures. On m'a dit que Madame Croisier était sortie. Où êtes-vous allé ensuite? En vie. J'avais des courses à faire. Puis je suis retournée à Bayeux et ce matin, dans le journal, j'ai appris que ma tante était morte. Curieux. Vous dites? Je dis que c'est curieux. À 4 heures de l'après-midi, quand vous vous présentez rue des Récolettes, on vous annonce que votre tante est sortie. Vous rentrez à Bayeux et dès le lendemain matin, vous apprenez par le journal qu'elle est morte quelques minutes seulement, une heure au plus, après votre visite. Est-il exact que vous ayez porté plainte, mademoiselle Cécile? Oui, monsieur le commissaire. Je n'ai aucune fortune, mais je donnerai le peu que je possède pour qu'on découvre la vérité et qu'on punisse les coupables. Vous allez faire une enquête, n'est-ce pas? Je vais me renseigner et, si besoin est, au fait, où pourrais-je vous trouver? Je serai à l'hôtel Saint-Georges. Deuxième partie. Maigret finissait sa pipe. On regarde avec de drôles de petits yeux la vaste maison grise, la porte cochère, la cour d'honneur au candélabre de bronze. C'était ce qu'il appelait une affaire sans pipe, autrement dit une enquête où le commissaire ne pouvait pas
décemment gardait sa pipe à la bouche. C'est pourquoi il fumait encore un peu avant d'entrer, observant les gens qui allaient et venaient, des dames en noir, des messieurs très corrects, toute la haute bourgeoisie de Caen, en somme, qui venait présenter ses condoléances. Ça va être gai, a-t-il soupiré. Est-il entré comme les autres, passant devant le plateau d'argent plein de cartes de visite. Un homme tout en noir, lui aussi, les yeux rouges, le visage irrégulier, regardait Maigret avec l'air de lui demander ce qu'il venait faire, et le commissaire s'est approché de lui. Monsieur Philippe Delégiard, je suppose. Commissaire Maigret, si vous pouviez m'accorder un moment d'entretien. Suivez-moi, monsieur. Mon bureau est au premier étage. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suppose que cette fille continuait ses manœuvres et que c'est à elle que je dois cette visite. Vous parlez de mademoiselle Cécile Létrou. Je parle en effet de cette fille perfide. Maigret n'avait pas besoin d'examiner Philippe Delégiard. C'était le type même qu'on rencontre dans toutes les villes de Provence, du grand bourgeois riche qui fait du peur se distinguer du commun des mortels. Vous comprenez, monsieur le commissaire, qu'il me soit extrêmement désagréable de recevoir, en des moments aussi douloureux, la visite d'un policier. Je répondrai néanmoins à vos questions parce que je veux que Cécile reçoive la punition qu'elle mérite. C'est-à-dire, ma pauvre tante n'a pas été dupe jusqu'au bout de cette fille et de son fameux dévouement désintéressé. Quand elle a appris que sa chaste demoiselle de compagnie avait ton amant, Cécile avait ton amant, où l'indignation était réelle, où elle était admirablement jouée. Il est vrai qu'il en profitait pour tirer sa pipe de sa poche avec un air parfaitement innocent, comme s'il oubliait d'où il se trouvait. Depuis 2 ans, il y a 2 ans qu'ils sont amants et qu'ils se retrouvent presque chaque nuit. Lui s'appelle Jacques Mercier. Est-ce croyable? Et vous l'avez dit à votre tante? Bien entendu. Pourquoi ne l'aurais-je pas dit? N'était-ce pas mon devoir? Évidemment. Ma tante était donc décidée à mettre Cécile à la porte. Seule la peur d'une vengeance la retenait. Je suppose que, néanmoins, vous n'accusez pas Cécile d'avoir tué votre tante. Mais ma tante n'a pas été tuée. Il faut que cette fille soit à la fois folle et vicieuse pour avoir raconté cela. Ma tante est morte
d'une crise cardiaque. Je ne vois pas comment. Bref, vous n'accusez pas Cécile d'avoir tué votre tante. Je l'accuserais si je n'étais pas sûre que ma tante est morte de mort naturelle. Par contre, si cette fille continuait à colporter de tels ragots, je me verrais obligée de porter plainte contre elle pour calomnie. Une question, monsieur Deliciard. Votre tante est morte vers 5 heures, n'est-ce pas? 5 heures et quelques minutes, oui. C'est ma femme qui me l'a dit, car j'étais personnellement absent. Très bien. Vers 4 heures, Joséphine Croisier n'était pas dans la maison. Chaque jour, à 4 heures, elle avait rendez-vous chez son dentiste, car il s'agissait d'un très long travail de prothèse. Savez-vous à quelle heure votre tante est rentrée? On me l'a dit. À peu près 5 heures. C'est presque aussitôt après son arrivée que la crise l'a prise. La crise a eu lieu dans sa chambre. Oui, la chambre Louis XIV du second étage. Votre femme était l'hôte. Ma femme est montée peu après, au moment où ma tante ouvrait sa porte pour appeler à l'aide. Puis-je vous demander où vous étiez? Je suppose, commissaire, qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire, car je ne le supporterai pas. Nullement. Il s'agit précisément de répondre à cette fille audacieuse qui... J'étais à mon cercle. Je quitte généralement mon hôtel vers 4h30 ou 5h moins le quart, à pied, pour me donner un peu d'exercice. Je traverse ainsi une partie de la vie. Vers 5 heures, je jouais au bridge et à 7h30, la voiture vient me reprendre pour le dîner. Vous avez été averti à votre cercle par un coup de téléphone? C'est cela. Et quand vous êtes arrivé, ma tante était morte et le médecin était déjà présent. Le médecin de la famille? Non, il habite trop loin et ma femme avait fait venir un docteur des environs, un jeune médecin. Les domestiques? Arsène, le chauffeur, avait congé. Le valet de chambre ne quitte jamais l'après-midi son poste au rez-de-chaussée. Quant à la cuisinière, je suppose que, comme son nom l'indiquait, elle était dans la cuisine. Y a-t-il encore quelque chose que vous vouliez savoir, commissaire? Je veux croire qu'après les explications que je me suis donné la peine de fournir, je ne serai plus troublé par cette indécente histoire. Le valet de chambre va vous reconduire. Un quart d'heure plus tard, Maigret était chez le procureur de la République, un Maigret placide et ironique qui gardait sa pipe dans sa poche, car le procureur de Caen n'était pas un personnage à laisser fumer dans son bureau.
Eh bien, vous avez entendu cette demoiselle? Je suis allé également sur les lieux. Votre avis? Des ragots, n'est-ce pas? J'ai l'impression, au contraire, que cette bonne vieille Joséphine Croisier a été aidée à mourir. Mais par qui? Voilà la question. Troisième partie. Quand Cécile est arrivée à l'hôtel Saint-Georges, il y avait déjà une bonne demi-heure que Maigret attendait. Vous désirez me parler? Questionna-t-elle. Je voudrais vous demander quelques précisions, oui. Vous ne voulez pas que nous entrions quelques minutes dans un café? Quelques instants plus tard, ils étaient installés dans un café où des hommes jouaient au billard. Tout d'abord, laissez-moi vous faire remarquer, mademoiselle Cécile, que ce n'est pas très gentil de ne m'avoir pas parlé de monsieur Mercier. J'aurais dû me douter que Philippe vous en parlerait. Son regard suivant les billets de billard Maigret, qui fumait à toute petite bouffée voluptueuse, semblait savourer la paix grise mais pénétrante de la Provence. En somme, il y a 2 ans que ça dure. 2 ans que nous nous connaissons, oui. Et depuis combien de temps monsieur Mercier a-t-il pris l'habitude de passer ses nuits dans la maison de la vieille dame? Plus d'un an. Vous n'avez pas eu l'idée de vous marier? La vieille dame, comme vous dites, ne l'aurait pas permis. Plus exactement, elle aurait considéré ce projet comme une raison à son égard. Elle était jalouse de mon affection. N'ayant plus personne dans la vie, sinon des neveux qu'elle détestait, elle me considérait un peu comme sa chose. C'est pour elle que j'ai accepté de ne voir avec Jacques que des relations cachées. Très bien. Maintenant, mademoiselle, dites-moi, quand vous avez appris la mort de Joséphine Croisier par le journal, je suppose que vous avez demandé à Mercier de vous conduire à Caen. Vous êtes arrivé rue des Récolettes à quelle heure? À quelle heure? Vers 9h30 du matin. Il y avait donc une nuit entière que la vieille dame était morte. Voulez-vous me préciser ce que vous avez vu? Que voulez-vous dire? J'ai d'abord vu le valet de chambre, puis des hommes dans le grand corridor, puis Philippe Deligiard qui s'est avancé vers moi en me disant d'un air sarcastique: je me doutais que vous alliez accourir. Ensuite, j'ai vu ma tante. Attention, c'est ici que votre récit m'intéresse. Vous avez vu le cadavre de votre tante? Vous avez reconnu son visage? Vous êtes en certaine? Absolument. Vous n'avez rien remarqué d'anormal? Mais non,
Je pleurais. J'étais très émue. J'aurais voulu rester seule un moment avec elle, mais c'était impossible. Une dernière question. Je connais l'entrée principale de la rue des Récollettes, mais je suppose qu'il y en a une autre. Il y a une petite porte derrière. En entrant par cette porte, peut-on monter au second étage sans passer près du valet de chambre ou de la cuisinière? Oui, on prend le petit escalier, comme on l'appelle, qui conduit au second étage. Je vous remercie, mademoiselle. Chez le docteur Liévin, qu'on avait fait appeler quand Joséphine Croisier avait sa crise cardiaque. Maigret trouve un homme très jeune. Je vous dérange, docteur? Excusez-moi, mais j'ai besoin de quelques précisions au sujet de la mort de Madame Croisier. Liévin avait à peine 27 ans et venait de s'installer à Caen, où sa clientèle, à en juger par l'aspect des lieux, ne devait guère être nombreuse. Aviez-vous déjà eu l'occasion d'être appelé chez Madame Deligiard, Monsieur Deligiard? Jamais. Comme vous avez compris en entrant ici, je débutais et ma clientèle est de conditions très modestes. J'ai été assez surprise quand on m'a appelé dans un des plus beaux hôtels particuliers de la vie. Quelle heure était-il? Pouvez-vous fixer ce point avec certitude? Avec une certitude rigoureuse, car j'ai une petite infirmière qui vient chaque après-midi pour ma consultation et qui part à 5 heures. Or, elle partait quand le téléphone a sonné. Donc, il était 5 heures exactement. Combien de temps avez-vous mis à vous rendre rue des Récollettes? En tout, 7 à 8 minutes. Vous avez été reçu par le valet de chambre qui vous a conduit au second étage? Non, pas précisément. Le valet de chambre m'a ouvert la porte, mais presque aussitôt, une femme a crié du second étage. Venez vite, docteur. C'était Madame Deligiard qui m'a conduit en personne dans la chambre de droite. Pardon, vous avez dit la chambre de droite? Il s'agit bien d'une chambre bleue pâle? Vous faites erreur, commissaire. La chambre de droite est une chambre jaune, meublée en Louis XIV. Excuse-moi, je connais assez bien le style et je puis vous affirmer que la chambre de droite est meuble en style Régence. Soit, vous voici la haute, est-il est à peu près 5h10. Où est le cœur? Sur le lit, bien entendu. Déshabillé? Mais oui, naturellement. Des vêtements traînaient-ils dans la pièce? Je ne pense pas, non. Il n'y avait aucun désordre. Et il ne s'y trouvait que Madame Deligiard? Oui,
Elle était très nerveuse. Elle m'a décrit l'attaque que sa tante avait eue. J'ai aussitôt compris que la mort avait été, pour ainsi dire, instantanée. Vous avez pu déterminer approximativement l'heure de la mort? La mort a eu lieu vers 4h15. Hein? Quoi? 4h15? Mais oui, Madame Deligiard avait essayé d'appeler 2 autres médecins, ce qui avait pris quelque temps. 4h15, répétait Maigret en se passant la main sur le front. Je ne voudrais pas vous vexer, docteur, mais vous êtes débutant. Êtes-vous certaine de ce que vous avancez? Maintiendrez-vous votre affirmation si la tête d'un homme ou d'une femme était en jeu? Je ne pourrais que répéter. Bien, je vous crois, mais j'aime mieux vous prévenir qu'il faut presque sûrement recommencer cette déposition à la barre et que les avocats feront l'impossible pour détruire votre témoignage. Ils n'y parviendront pas. Avez-vous autre chose à me dire? Que s'est-il passé ensuite? Rien. Je signai l'acte de décès. Madame Deligiard m'a payé 200 francs. C'est votre prix? Non, mais elle l'a fixé elle-même. Et vous n'avez rencontré personne d'autre? Personne. Quatrième partie. Maigret alla dîner dans un restaurant célèbre pour ses sols normands et ses tripes à la mode de Caen. Le restaurant, comme tous les milieux où Maigret s'était trouvé ce jour-là, avait quelque chose de poussiéreux et de solennel, de volontairement austère. Maigret se disait qu'au fond c'était une affaire comme il les aimait, une façade digne, des gens graves, toutes les apparences de la vertu, et sous tout cela, sous les vêtements sombres et les visages hautains, la bête humaine, la vilaine bête, la plus inexcusable, celle qui tue par intérêt sordide pour des questions d'argent. Contrairement à son habitude, il ne se pressait pas et prenait plaisir à travailler lentement, comme s'il jouait aux cartes et à la souris avec l'assassin. Le procureur lui avait répété: Faites le nécessaire, mais soyez prudent. Philippe Deligiard est un homme connu qui a peut-être des dettes, mais qui est reçu partout. Soyez prudent, commissaire. Et Maigret se disait: Mais oui, mon vieux, seulement on les aura. Tout à l'heure, je mettrai tout cela en ordre, se promet-il. Auparavant, il faut que j'aie un entretien avec ce fameux valet de chambre.
Ayant terminé son dîner, il alla sonner rue des Récolettes, retint le domestique qui voulait l'introduire dans l'antichambre. Non, mon vieux, c'est à vous que j'ai à parler. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Que faisiez-vous quand j'ai sonné? On prenait le café dans la cuisine. J'irai donc prendre le café avec vous. Il s'invitait, il s'imposait. L'homme n'osait pas protester, annonçait à la cuisinière et à Arsène le chauffeur. C'est le commissaire qui demande une tasse de café. Arsène portait un uniforme gris très élégant, mais qu'il avait débutonné pour être plus à l'aise, et la cuisinière était une grosse femme que l'intrusion demeurée dans son domaine ne paraissait pas rassurer. Ne vous dérangez pas moi, les enfants. Restez à votre aise, Arsène. Au fait, pourquoi avez-vous pris congé avant-hier? C'était votre jour? Pas précisément. Le matin, le patron m'a dit comme ça que, puisqu'il ne pourrait pas me donner de congé la semaine prochaine, à cause d'un voyage dans le Midi, je n'avais qu'à prendre mon jour. Monsieur Philippe a donc conduit lui-même? Oui. Je croyais qu'il n'aurait pas besoin de l'auto, mais j'ai remarqué qu'il s'en est servi puisqu'il y avait des traces de boue à l'intérieur. Comme il ne pleuve pas, il est donc allé à la campagne. Vous savez, ici la campagne ne commence pas bien loin de la maison. Quant au valet de chambre, qui s'appelait Victor, il affectait dans ses réponses une précision toute mathématique et Maigret apprit sans étonnement que c'était un ancien sous-officier d'artillerie. Pouvez-vous me dire à quelle heure Madame Croisier est sortie? Quelques minutes avant 4 heures, comme tous les jours. C'est à 4 heures qu'elle avait rendez-vous chez son dentiste, qui habite à 2 pas d'ici. Elle était bien portante? Comme toujours. C'était une personne très bien conservée, très gaie, pas fière, qui ne passait jamais sans nous adresser la parole. Elle ne vous a rien dit de spécial? Non. Elle m'a dit à tout à l'heure, Victor. Elle allait à pied chez le dentiste. Madame Croisier n'aimait pas l'auto. Même quand elle retournait à Bayeux, elle préférait prendre le train. Pourriez-vous me dire où était la voiture à ce moment? Non, monsieur. Elle n'était pas au garage. Non, monsieur. Monsieur et madame étaient sortis avec tout de suite après le déjeuner. Ils sont rentrés environ 1 heure plus tard, mais ils avaient dû laisser l'auto dehors. Donc, monsieur et madame, comme vous dites, sont rentrés 3 heures. 1 heure après, un peu avant 4 heures, Madame Joséphine Croisier est sortie. Ensuite, il est venu Mademoiselle Cécile. À quelle heure? 4h10.
Je lui ai appris que sa tante venait de sortir et elle est partie. Elle n'avoue que vous dans la maison, que moi. Ensuite, monsieur est sorti. Il était 4h25. J'ai regardé l'heure car il était un peu en avance sur l'heure à laquelle il se rend chaque jour au cercle. Continuez. Il n'y a rien d'autre à ce moment. Est-il allé être vers 5h quand Madame Croisier rentrait? Toujours bien portante, elle était même de bonne humeur. Elle m'a dit comme ça, en passant, qu'on a tort de croire que les dentistes sont des gens qui font mal. Elle est montée dans sa chambre? Elle est montée, oui. Sa chambre est bien la chambre Louis XIV? Bien sûr. Celle de droite, la chambre jaune? Mais non, celle-là est la chambre Régence, qui ne sert pour ainsi dire jamais. Que s'est-il passé alors? Je ne sais pas. Des minutes sont passées, madame est descendue, tout est muet. Pardon, combien de minutes sont passées? 20. En tout cas, il était plus de 5h quand madame m'a demandé de téléphoner à monsieur au cercle pour l'avertir que sa tante venait d'avoir une crise. Et en téléphonant au cercle, vous avez dit qu'elle avait une crise? Oui. Vous n'avez pas vous n'avez pas dit qu'elle était morte? Non, je ne savais pas encore qu'elle était morte. Vous êtes monté là-haut? Non, personne de nous n'est monté. Personne de nous n'est monté. Un jeune docteur est venu et madame est allée à sa rencontre. Ce n'est qu'à 7h qu'on nous a annoncé la mort de madame Croisier. A-t-il été 8h quand nous sommes tous montés la voir? Dans la chambre jaune? Non, dans la chambre bleue. Sixième partie. Alors, répondez à cette question, monsieur le procureur. Monsieur Philippe est à peine arrivé que son valet de chambre lui téléphone que sa tante vient d'avoir une crise. Le valet n'en dit pas davantage puisqu'il ne sait rien de plus. Cependant, monsieur Deligiard rentre au salon de jeu, tout bouleversé, et annonce que sa tante vient de mourir. Le procureur jeta un assez vilain regard à Philippe qui ne bougeait toujours pas et qui avait fini par baisser les yeux. Maintenant, des questions secondaires. Pourquoi, ce jour-là précisément, M. Deligiard donne-t-il congé à son chauffeur sous prétexte qu'il aura besoin de lui tous les jours de la semaine suivante? Hasard? Soit. Pourquoi sort-il la voiture à 12h de l'après-midi? Où se rend-il avec sa femme? Auprès d'une personne malade, répliqua soudain Philippe. Auprès de Caroline, c'est exact. De Caroline qui habite dans la banlieue, ce qui expliquait les traces de boue.
Nous sommes en présence, monsieur le procureur, d'un des crimes les plus ignobles que je connaisse, en même temps que d'un crime presque parfait. Pour que vous compreniez, il faut que je vous fasse parcourir rapidement le chemin que j'ai moi-même parcouru. Philippe Deligère, qui n'a jamais rien fait dans la vie, sinon épouser une femme riche et spéculer avec si peu de bon sens qu'il a perdu toute sa fortune, est aux abois depuis 3 ans et sa seule ressource est sa tante qui refuse de le secourir. On n'apprend pas un métier à son âge. On ne change pas d'existence du jour au lendemain. La tante est vieille. Malgré cette fille inquiétante, Cécile Létru, elle ne déshérita pas son neveu. Philippe, d'ailleurs, prend ses précautions en relevant à la vieille dame que la jeune fille reçoit chaque nuit en amant dans la maison de sa protectrice. Vous me suivez, monsieur le procureur? On pourrait dire que le crime est décidé, qu'il est nécessaire. Il faut que Joséphine Croisier meure pour que les Deligère continuent à vivre selon leur goût. Je répète que le crime est virtuellement décidé. Ce qui manque, c'est l'occasion de supprimer la vieille dame sans aucun risque. Et voilà que tout à coup cette occasion se présente. Philippe a une vieille nourrice, à peu près de l'âge de Madame Croisier, qui vit seule dans une maison de banlieue et n'a pas de famille. Cette nourrice, qui a déjà plusieurs crises cardiaques, en a une nouvelle et le couple alerté va la voir à 12 heures de l'après-midi, revient une heure plus tard, sachant que Caroline, c'est son nom, n'en a plus que pour 12 heures à vivre. La disposition de la maison est favorable, mais il ne faut négliger aucun détail. Madame Deligère repart aussitôt par la porte de derrière et retourne au chevet de la nourrice qui meurt vers 4h20. Philippe, lui, ne quitte l'hôtel qu'à peu près à son heure habituelle, un tout petit peu plus tôt, à cause de son impatience. Il retrouve sa voiture, va chez Caroline, charge le cœur dans la voiture et ramène sa femme par la même occasion. Tous deux, toujours par la porte de derrière, introduiront le cadavre dans la maison et l'installeront dans la chambre jaune du second étage. Pour les domestiques, Madame Deligère n'est pas sortie. Quant au mari, il est en route pour son cercle. Ils sont dans la maison. Ils attendent le retour de la tante qui ne peut tarder. Elle arrive, pénètre dans sa chambre, la chambre bleue, et est aussitôt assassinée. Il ne reste à Philippe qu'à aller à son cercle, par la porte de derrière en auto, afin de se créer un alibi.
aux médecins qu'on choisit parmi ceux qui ne connaissent pas la maison ni Joséphine Croisier. On montre le cœur de Caroline, morte de mort naturelle, et il délivre évidemment un acte de décès. Il suffira ensuite de transporter à nouveau le corps de la nourrice dans son logis. Qu'est-ce qui vous a fait penser à Caroline? Questionna la procureure après un silence. La logique. Le médecin ne pouvait pas avoir examiné le corps de Joséphine Croisier. J'ai donc acheté le journal du lendemain. J'ai lu la liste des décès. J'étais sûre de trouver le nom d'une vieille femme et quand je l'ai trouvée, je fais une enquête à son sujet. Les voisins ont remarqué plusieurs allées et venues en auto, mais ne sont pas inquiétés, sachant que les anciens patrons de la vieille venaient assez souvent la voir. Le silence pesa. Le magistrat questionna d'une voix hésitante. Vous avouez, Philippe Deligiard? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocate. Formule traditionnelle. Il était très pâle. Quand il se leva, il tremblait et il fallut lui donner un verre d'eau. L'autopsie de la pauvre Joséphine Croisier révéla avant tout que le sœur était en excellent état. Ensuite qu'elle avait été tuée maladroitement, d'abord à l'aide d'un lacet avec lequel on avait essayé de l'étrangler, puis sans doute parce qu'elle s'agitait encore de 2 coups de couteau. Je ne peux que vous féliciter, dit le procureur amaigret, en accompagnant ces mots d'un sourire glacial. Vous êtes bien là qu'on nous avait annoncé. Cependant, j'aime mieux vous avouer que vos méthodes dans une petite vie sont pour le moins périlleuses. Ce qui signifie, n'est-ce pas, que je ne resterai pas longtemps à Caen? Il est certain que... Je vous remercie, monsieur le procureur. Mais je me sentais, moi aussi, assez mal à l'aise dans le pays. Ma femme m'attend à Paris. Tout ce que je veux, c'est que le jury de cette vie ne se lasse pas impressionné par l'hôtel particulier de cette crapule intégrale de Philippe, et qu'ils exigent sa tête. Et il grommela entre ses dents une mauvaise plaisanterie. Ainsi, il pourra continuer à faire le mort aux riches. D'accord. J'ai hâte de vous voir la prochaine fois. J'espère créer plus de vidéos en français, peut-être même en tant que jeu de rôle. Et merci encore et au revoir.